Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose donc de commencer. Clémence Oudiakova, vous êtes, juriste international de formation, donc avec un master 2. Vous avez Oui, notamment étudié le droit des pays d'ex-URSS et de Russie, avec oui, un approfondissement aux langues o. oui, Et tout à après fait. votre, validation de cursus journalistique au CFPJ, donc Oui, l'école de journalisme, en gros. Vous avez fait oui, vos armes avec, André Berkoff, avant de lancer donc Ligne droite, qui était la oui, matinale de Radio Courtoisie. oui, Et puis, bien sûr, maintenant, vous avez créé en collaboration avec, monsieur Delafortelle, pardon, oui, Auxin Média, et vous en êtes rédactrice en chef et animatrice de la matinale. tout à fait. Bravo On est pour bon cette belle jusque-là? présentation. On Vous est aimez bon. se boire? Oui, OK, oui, c'est ça, ça marche. exactement, bravo. 10 sur 10. Ah bah, super, pour une première, je suis ravi. Donc je vous propose qu'on évoque ensemble aujourd'hui la place des médias alternatifs face aux médias traditionnels, Mmh. pour certains détenus par des puissances oligarchiques. Et donc, à travers l'exemple de Toxin, on va aborder ensemble les défis concrets auxquels ces médias alternatifs sont confrontés, ainsi que le rôle essentiel dans le paysage de l'information aujourd'hui. Depuis les tentatives d'invisibilisation à la mise au banc sous l'étiquette du complotisme, des contraintes économiques aux défis éditoriaux, c'est donc un très vaste sujet Oui. qui nous beaucoup de choses à faire et à voir. On a pour l'instant environ 45 minutes d'échange ensemble. Bien sûr, comme je le disais, le chat, n'hésitez pas à poser vos questions qui me feront remonter. Et puis, si on a le temps, en fin d'échange, on prévoira un temps d'échange-réponse avec les abeilles proprement dit. On va visiter avec les abeilles. Exactement, c'est le principe d'une ruche, faut que ça baise. Oui, d'accord. Ça commence bien, hein, ce chat. Bien, du coup, on peut peut-être commencer sur ça. Là. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce média alternatif après votre passage au Radio Courtoisie? Alors, beaucoup de choses, d'abord, on peut peut-être dire que ça a commencé le 1er déclic a commencé à Sud Radio. Moi, parce que je travaillais à Sud Radio donc. Quand vous avez évoqué André Berkoff, c'était André Berkoff, Sud Radio. Qui est un média, relativement libre et à l'époque, en tout cas quand j'y étais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec un patron que vous connaissez, certainement, enfin un ancien patron, hein, qui était, qui est Didier Maisto et qui était très libre et qui nous invitait à faire de l'enquête et à aller gratter comme il disait et chercher un peu partout. Hem, Malgré tout, oui, moi j'ai connu, l'époque du Covid, on va directement rentrer dans la question complotisme aussi, mais j'ai connu l'époque du Covid, donc quand j'étais à Sud Radio j'ai senti cette pression, même si Sud Radio était sûrement pas le pire des médias sur le sujet, avec interdiction de parler de certains sujets ou alors, attention telle et telle personne, non, bah, alors qu'on les recevait avant, hein. Non, non, mais ça y est, on m'a dit qu'elle était folle, enfin voilà, des choses comme ça, des critiques psychologiques, vous savez, psychiatriques même, qui peuvent rappeler quand même certaines ères, notamment soviétiques, hein, quand on psychiatrise l'ennemi. Hem Et ces méthodes-là, moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Voilà, sans, forcément au départ avoir une opinion sur tout ce qui se passait. Je voyais bien comment d'un seul coup certains invités n'étaient plus les bienvenus, comment d'un seul coup, comme nous avec André Berkoff, je travaillais avec André Berkoff à ce moment-là, abordions des sujets avec des invités dont le professeur Raoult qui qui étaient gênants et bien on était, mal vus dans le reste de la rédaction, montrés du doigt, moqués. Voilà. C'est des choses, c'est pas forcément directement, des lettres d'émissaires venus de la hiérarchie, hein, mais c'est des choses qui sont ressenties, voilà. Et ça a été un premier moi qui suis j'ai l'impression finalement, peut-être, je croyais que j'étais comme tout le monde, mais peut-être plus attachée à la liberté que d'autres. En tout cas, franchement ça m'horripile comme impose quelque chose et voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai assez mal pris sur le coup et je me rends compte maintenant que, tout mon parcours est lié peut-être aussi à ces premiers déclics-là qui se sont passés, à Sud Radio. Et puis, quand même avec André, on avait quand même la possibilité de faire des choses, donc on les a faites. Mais je sais qu'à la fin, j'en pouvais plus des moqueries ou des remarques ou, on va dire d'une forme de mise au banc, de certains animateurs et certaines émissions. Donc, c'est comme ça en tout cas, on le vit de l'intérieur, hein. C'est pas forcément comme ça que c'est vu de l'extérieur, mais voilà, je vous le dis. Et donc voilà, et donc ça m'a poussé à aller voir ailleurs et voir, dans des endroits où on me promettait plus de liberté. Ça a été le cas,
pour la création du matinal. Forcément, quand il y a une création, il y a une grande liberté, surtout quand on est à l'initiative de la création. Donc moi, on m'a dit, bah, viens, Radio Courtoisie a besoin de toi, on a besoin de changer le nom, de refaire une image, et il y avait de quoi faire, hein. Et de créer un nouveau média, en fait. Donc je voyais là une opportunité de créer quelque chose de toute pièce. Bon, en fait, donc j'ai bien créé cette matinale. J'ai eu une véritable liberté, on va dire, mais qui avait quand même un passé et un cadre qui était lié à Radio Courtoisie. Et c'est pourquoi j'ai rencontré des limites au bout de 2 ans, d'où la naissance de Toxin, qui pour le coup, là, est vraiment né ad hoc, sans aucun passé ni passif. Qui nous rendait complètement libres, donc Guy de Lafortelle et moi, mais puisque c'est moi qui suis rédactrice en chef, a priori la ligne éditoriale, c'est plus moi qui la positionne. Donc voilà, ça permettait de retrouver une véritable liberté de ton, et la liberté d'être soi-même, en fait, et de se poser des questions sans dire qu'on a toujours raison, c'est absolument pas le cas, mais au moins de se permettre et d'oser des choses qu'on n'aurait pas forcément fait en étant alors soit dans un grand média, soit dans un média qui a son passé et ses attentes éditoriales. Ce qui est le cas de tous les médias, hein, finalement. Mais bah voilà, quand on ne se retrouve pas dans sa propre, dans les autres médias, autant aller et créer sa propre ligne ou sa propre tranche. Et justement, Donc parce que voilà vous pour parlez de ligne l'origine. Ouais. éditoriale, ce serait quoi la ligne éditoriale que vous avez choisie pour Tocsin? Ouais, je dirais que notre ligne, elle est souverainiste. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est souverainiste et réaliste. Donc souverainiste, évidemment, pour la France, hein, pas pour l'Europe. Je ne vois pas la souveraineté européenne, comme dit Emmanuel Macron. Donc ça, c'est certain. On place la France avant tout, les intérêts français. Et donc, c'est pourquoi on aime beaucoup faire des enquêtes ou revenir, hein, sur des sujets, que ce soit de stratégie industrielle, que ce soit la défense, enfin, de tout ce qui est le patrimoine français, les agriculteurs français. Enfin, pour moi, tout ça, ça relève du souverainisme. Euh, et puis réaliste dans le sens où, eh bien, accepter de voir la France telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses violences, et accepter de dire et de mettre les mots sur certaines choses que d'autres ne font pas, soit par confort, soit par confort bourgeois, vous voyez, parce que certaines choses, eh bien, nous classent justement soit dans le complotisme, soit dans l'extrême droite. Eh bien, nous, je pense qu'on ose le faire, en tout cas à notre mesure. Donc voilà, souverainiste et réaliste. Effectivement, vous parliez d'extrême droite, le Tocsin a parfois été qualifié, alors surtout par des journalistes qui sont classés à gauche, mais de médias identitaires pour le moins, que ce soit Oui. par, le choix de vos intervenants ou le choix des sujets. Vous en pensez quoi de ça, vous? Alors bon, alors les seuls pour le moment, hein, moi après vous pouvez m'en citer d'autres, mais qui nous ont vraiment classés, c'est Conspiracy Watch, qui est pas Ouais. d'ailleurs, qui est pas, enfin, qui est même pas de gauche, hein, qui est macroniste, c'est tout, faut le dire, hein, qui est un peu un des agents télécommandés de la Macronie. Donc évidemment, aujourd'hui c'est facile, tous les ennemis, ils sont soit complotistes, soit proches du Kremlin, soit d'extrême droite. Et si possible, si on peut tout cumuler, bah, comme ça nous fait un ennemi vraiment, vraiment interdit de parler. Et Une c'est encore paquette. plus pratique pour le pouvoir. Donc, oui, bon, si c'est ces personnes-là qui nous accusent d'être d'extrême droite, franchement, c'est de bonne guerre, entre guillemets, parce que leur but est qu'on n'existe pas et qu'on arrête de faire notre travail, c'est-à-dire de critiquer notamment ce gouvernement, ou en tout cas ce qui se passe en ce moment en France. Mmh. Ensuite, nos invités, oui, bon, on reçoit des personnes qui sont considérées, notamment, moi, j'aime beaucoup recevoir François Bousquet, qui a fait, et là, c'est clair que ça va être classé à droite, qui a fait une enquête sur le racisme anti-blanc. Bon, bah voilà, ça fait partie du travail que j'appelle du réalisme aussi. Ça existe, le racisme anti-blanc. Si ça, c'est d'extrême droite, bah, eh ben, mettez-nous à l'extrême droite. Franchement, franchement, ça m'est complètement égal, moi. Ce que je D'accord. veux, c'est dire les choses. Les, voilà, on peut rentrer, hein, dans les catégories gauche-droite et ce que ça signifie vraiment. Mais je je crois pas, franchement, être d'extrême droite. Enfin, pas en tout cas dans la vision que les gens le disent. Maintenant, faites-vous votre opinion vous-même, mettez-moi où vous voulez, en fait. Aimez-nous si vous aimez notre travail, ou ne nous aimez pas. Mais voilà, j'ai pas de. Je vais pas me battre pour une étiquette. Ouais. Je sais que beaucoup préfèrent dire qu'ils sont de gauche, c'est plus cool. Bon, moi, franchement, ça m'est égal. Ça m'est D'accord. égal. Ah mais Faites ce que vous vous voulez êtes à avec vos l'aise face étiquettes. à cette
vous Ah, et je suis votre média, vous complètement êtes à à l'aise l'aise. sur Ouais, le fait ouais. face En à cette fait, critique-là qui rend crédible au je camp de cherche pas à me l'opposition, quoi? cacher. Voilà, si le fait d'avoir parlé de racisme anti-blanc une fois, parce qu'on a reçu François Bousquet qui a fait une enquête réaliste, en ayant des gens qui racontaient des choses, des véritables témoins. Et je vous parle pas de trois technos du coin. Non, là, c'est une enquête extrêmement fouillée avec énormément de monde. Et nous, on a reçu énormément de contacts, de messages pour nous dire que ça allait dans le même sens. Donc oui, il y a clairement des problèmes qu'il faut savoir envisager, et notamment celui-ci. Euh, donc si le fait, c'est un peu comme Laurent Burton et son livre à l'époque, je crois qu'il a plus de 10 ans maintenant, Orange Mécanique, la France Orange Mécanique. Voilà, si le fait à un moment donné de balancer des bombes telles que celle-ci nous classe à l'extrême droite, bah, allez-y, classez-nous. Mais dans 10 ans, ce sera les centristes repris par la gauche, parce que évidemment, tout le monde sera obligé de reconnaître le réel. C'est juste que on l'aura fait avant les autres. D'accord. Mais c'est parfait. Et justement par rapport à, plus largement sur la question de ces pressions et cetera, est-ce qu'aujourd'hui, Tocsin, vous subissez des, on va dire des pressions issues des autres médias, qu'ils soient alternatifs ou plus mainstream, en plus de ces fameuses critiques, là? Alors, Que ce soit par exemple des pressions, légalistes, des pressions fiscalistes, des bâtons dans les roues? je ne donnez pas de mauvaises idées, voyons. Fiscaliste, pour ne pas rentrer dans le détail et donner de mauvaises idées, pas encore. Mais bon, on est prêt, on les attend, hein, s'ils veulent venir nous embêter. Je sais que c'est le cas, ça a été le cas de médias qu'on a reçus qui nous en ont parlé ici, notamment TV Liberté qui nous a parlé de la fermeture de ses comptes à plusieurs reprises. C'est des choses qui arrivent. Bon, les contrôles fiscaux, mais j'ai reçu beaucoup d'associations qui se font complètement littéralement écraser par les contrôles fiscaux pour les tuer. Parce que quand on veut tuer avec un contrôle fiscal, il y a de l'acharnement. Quand on est une toute petite association, par exemple de 3-4 personnes, bah, évidemment, on n'a pas les compétences pour tenir cela sur le long terme. Et donc, on s'essouffle. Donc, on a tout à fait conscience que ces choses-là existent. Pour le moment, peut-être sommes-nous encore trop petits. On n'a pas encore eu, en tout cas concrètement, d'attaque fiscaliste. De pression, bah oui, on a quoi, bah, ça commence. Hein. Bon, Conspiracy Watch, Martin Veil qui est venu nous interviewer, qui a fait un documentaire notamment sur nous pour dire qu'on était les pro-Kremlin, voilà, les relais, enfin je ne sais même pas exactement ce qu'ils ont dit, mais bon, les relais de Poutine ici sur place, en France évidemment. C'est ce qui est très mal me connaître, mais c'est pas grave. Bon, enfin, on sait qu'ils font pas leur travail à fond. Sinon, bah, ça se serait. Et puis ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir des débats, mais bon, voilà. Donc oui, ça, on commence à avoir des pressions et des attaques éditorialistes. Mais venant plutôt du mainstream, je dirais pas, et ça, ça fait partie des choses positives du monde alternatif, c'est qu'on est très différents, mais vraiment très différents. Et puis, alors, il faut dire qu'il y a une multiplication des médias. Mais il y a pas, je crois pas qu'il y ait d'attaques. Enfin, je n'en ai pas vu en tout cas, pas beaucoup en tout cas, d'attaques contre nous. De médias que j'apprécie d'ailleurs ou que j'apprécie moins, mais j'en ai pas vu pour le moment contre nous. Là, on mène notre petit bonhomme de chemin et voilà. Et puis s'il y a des attaques, eh ben, on répondra. Ça ferait partie un peu aussi du jeu, mais j'en ai pas vu en tout cas du côté alternatif. C'est plutôt du côté mainstream. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont quand même assez télécommandés. C'est assez visible hein, la commande. Donc voilà. Ouais. Et vous définissez du coup comme un, alors vous avez évoqué 2 points sur lesquels je voudrais revenir. D'une part, effectivement, une ligne souverainiste. J'aimerais Mhm. vous interroger sur les rapports que vous pouvez entretenir avec les mouvements citoyens ou les mouvements politiques souverainistes, d'une part. Et puis je garde ma deuxième question pour après, c'est la question sur le journalisme, vraiment d'investigation du coup. D'accord. Alors, moi, je ne suis le soutien, je ne suis la plateforme d'aucun parti politique. Je et notre média, évidemment. Hein. Je parle au nom du média. Merci. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a des médias qui sont créés pour pousser, évidemment. C'est des plateformes qui se lancent en général un an et demi avant des élections importantes. Bon, je ne vais pas les citer. Mais voilà, il y a des plateformes qui ont été créées pour pousser Nicolas Sarkozy, d'autres qui ont été poussées pour créer. Voilà, c'est bien connu. Nous, ce n'est absolument pas notre cas. D'ailleurs, on reçoit tous les médias souverainistes. On n'a pas de préférence dans notre ligne. En fonction des sujets d'actualité, on va dire des conférences ou des actualités des uns et des autres et de leurs projets, on va se dire, tiens, c'est celui-ci qui est plus pertinent sur ce sujet. Mais pour le moment, on n'a pas
Notre but n'est pas d'en pousser un plus que l'autre, surtout pas d'ailleurs. Je cherche surtout pas à, voilà, avoir un, une affiliation politique, surtout pas. Parce que de toute façon, enfin, ça peut être utile parce qu'après, du coup, cette personne-là ou son parti va nous privilégier. Mais ça reste toujours une laisse qui nous. Il y a un collier qui nous restera autour du cou. Et ça, on veut vraiment pas. On est très, très attaché à notre liberté. Ouais, c'est l'élément le plus important pour vous, cette liberté journalistique, du coup? Tout à fait, voilà. Et c'est une liberté donc financière, on va y revenir, mais aussi donc éditoriale et politique évidemment. Donc moi je sais qu'il y a certainement des médias qui sont réellement libres, mais qui tendent plus la parole et le micro à certains politiques parce qu'ils veulent les promouvoir et qui de fait Ouais. deviennent un peu la plateforme politique de certains. Nous, c'est pas notre cas. C'est vraiment pas notre objectif en fait. Nous, je veux vraiment voilà, tendre la parole micro, surtout aux Français, à ce qu'ils font, à leurs difficultés. Si après certains politiques d'un parti ou d'un autre ont une réponse, pas très bien. Mais j'ai vraiment pas envie de servir la soupe pour l'un ou pour l'autre. Ouais, ouais, j'entends bien. C'est vraiment votre posture qui est souverainiste et votre centre d'intérêt, ce que vous évoquez, plus que l'idée de soutenir, pardon, le camp souverainiste, sans même parler d'un candidat ou de l'autre, mais OK, c'est votre centre d'intérêt. Ça marche. Oui, c'est les centres. Oui, ça, c'est en fonction des sujets, on va se dire, tiens, tel et tel, bah, Florian Philippot, voilà, a réagi sur le sujet, donc on va l'inviter. Mmh. Euh, moi, pourquoi pas animer une assise des souverainistes, etc. Mais c'est pas. Si derrière, il y avait comment dire, un candidat unique souverainiste qui sortait, pourquoi pas. Oui, évidemment, le recevoir, mais encore une fois, même, je me méfierais, d'autant plus qu'il Oui. il irait plutôt dans mon sens. De trop le porter, de trop le supporter. Je veux surtout pas, encore une fois, qu'on ait une parole unique politique et un seul choix. Il faut vraiment recevoir tout le monde. Et, et c'est pas notre rôle, en fait, tout simplement. Donc on va s'arrêter. On s'arrêtera à la limite d'un entretien sur un sujet en particulier. C'est très intéressant de justement de chercher à vouloir conserver cette neutralité, qui est quand même fondatrice du métier, de journaliste aujourd'hui. On évoque souvent la charte de Munich, Mmh. et il y a aussi une question donc qui m'a interpellé tout à l'heure, enfin, sur laquelle je voulais revenir. Aujourd'hui, on voit de plus en plus une tendance journalistique à commenter l'information, à la livrer, à la rapporter, Oui. beaucoup plus qu'à la créer. Alors quand je parle ici de créer l'information, c'est vraiment créer via une analyse. On pourrait appeler du journalisme d'investigation. Comment vous situez-vous, justement, parmi le paysage journalistique, Mmh. dans cette dichotomie entre un journaliste de rapporteur et un journaliste reporter? Ouais. Alors, nous, on commence à faire des reportages, mais on n'est pas encore, on peut pas encore dire qu'on soit uniquement journalisme de terrain. En revanche, ce qu'on faisait, parce que de toute façon, une matinale, elle se fait sur un plateau. Ce qu'on faisait, c'est que bah, on a quand même installé une rubrique, et ça, je crois que ça n'existe pas dans les matinales, on va dire mainstream. Ou moins en tout cas, où vraiment on s'attachait à donner la parole aux Français du quotidien, à leurs difficultés. On a énormément eu d'agriculteurs, mais pas que. Euh, voilà, tous les sujets qui peuvent toucher les uns et les autres, des petits éditeurs, enfin, voilà, c'est vraiment des sujets du quotidien, le combat du quotidien des Français, tout simplement. Ça peut être aussi un propriétaire qui a des difficultés avec le DPE, enfin voilà. Tous ces sujets-là qui sont des sujets, on va dire, terre à terre, du français quotidien. Celui-ci, on lui donnait la parole, donc on n'était pas sur des plateaux d'experts, des toutologues, comme j'appelle, hein, d'experts en tout, qui vont vous parler de tous les sujets, qui sont de toute façon hein, sur les plateaux télé, vous savez comment ça fonctionne, ils sont calés 10 jours à l'avance. Oui. Parfois, bon, un peu moins, mais on ne sait pas encore sur quel sujet. On les fera, peu importe, on les fera réagir à tous les sujets. Et moi-même, je le sais parce que j'ai participé un peu à ça. J'ai arrêté parce que justement, ça m'usait. Mais vous êtes calé, vous savez pas, et puis vous allez recevoir le matin même le sujet. Alors bon, avec un peu de chance, vous tombez sur un sujet qui est un sujet sur lequel vous avez travaillé justement pour votre média, donc il y avait quelque chose euh, de d'intéressant au moins à raconter, mais vous pouvez aussi tomber sur un sujet que vous connaissez absolument pas, et c'est comme ça que fonctionne la télé. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une
une vraie, je pense, un vrai dévoiement du média et du travail de journalisme avec ces plateaux télé. Et qui d'ailleurs est certainement la raison pour laquelle les Français quittent, abandonnent la télé, abandonnent la radio, hein. Il y a aussi une grosse. Il y a quand même un, un désamour des Français aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années pour l'ensemble des médias, que ce soit télévisuel, que ce soit radio, avec une perte de 15 à 20% des audiences en 20 ans. Donc on est vraiment sur un désamour qui est en train de enfin, d'augmenter. Et ça, c'est lié aussi à la façon dont les journalistes traitent les médias, enfin, traitent l'actualité, je veux dire. Oui, avec cette posture un peu plus facilement commentaire, mais du coup, ça m'amène sur un sujet qui est peut-être celui du journalisme d'opinion. On voit qu'il y a Oui, de plus en plus dans le monde journalistique, il y a soit des groupes médias, soit des journalistes eux-mêmes, qui affichent, voire revendiquent une posture qui était au préalable réservée un peu aux éditos. Et de plus en plus, il y a cette ligne éditoriale. À plus forte raison, il a fait le buzz récemment, l'arrivée du milliardaire Pierre-Édouard Steyrat, pardon. oui. Qui a été vivement critiqué parce que justement, il assumait cette volonté d'intervenir dans la vie, publique et d'influencer le cours des débats. Oui. Alors, bon, Sterrin l'a fait, mais Mathieu Pigasse aussi l'a fait, hein, pour le coup, Absolument, c'est pour ça que je disais lui, il l'assume. ouais, ouais, bah, Mathieu Pigasse aussi, il a dit: «Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale». On peut pas Ah, faire mieux effectivement. en termes de ouais, ouais. Donc il Moi, l'a je suis dit. passé à côté de ça. Eh ouais, non, non. Sybille Veil, la patronne de Radio France, a dit: «Je tiens à représenter la France telle qu'elle devrait être et pas, telle qu'elle est». Enfin, je veux dire, non, non, il y a pas que la droite de ce terrain qui le fait. Bien sûr. C'est l'ensemble des patrons de médias mainstream aujourd'hui qui assument de plus en plus de vouloir utiliser évidemment leur levier de pouvoir. Ça sert pas à rien. Enfin, c'est pas inutile pour eux. Pas pour rien qu'ils financent des médias à des fins, que ce soit des fins politiques, des fins économiques. Et évidemment, tout ça, faut le savoir, faut être lucide en fait. Et une fois qu'on le sait, qu'on comprend, euh, ben, on a plus de facilité à choisir ce qu'on veut écouter ou pas. Mmh. Et du coup, comment ce journalisme d'opinion pourrait être compatible avec, le devoir de la charte de Munich justement, qui dit que, on ne doit pas, confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Ah oui. Eh ben, c'est très compliqué, dans la France telle qu'en est, telle qu'elle est aujourd'hui, puisque, en tout cas pour les médias, qu'on appelle mainstream, hein, qui sont financés, par, bah, il y a des subventions publiques et par des grands oligarques. Ces grands oligarques ont eux-mêmes, en fait des grands marchés, des grandes entreprises. Je peux parler par exemple de Rodolphe Saadé. Heu, Lui, aujourd'hui, il est complètement pieds et mains liés par, le pouvoir puisqu'il bénéficie d'une niche fiscale qui a été créée par Emmanuel Macron sur le fret maritime, qui lui permet de bénéficier d'énormément euh, d'optimisation. Et évidemment que sans ça, enfin, il n'aurait pas du tout la même fortune, qui ne lui permettrait pas d'ailleurs de financer ces médias et CMA, CGM tel qu'il le fait aujourd'hui. Donc, on comprend bien que ces gens-là sont liés par leur marché, liés par leurs entreprises et donc liés par la gouvernance actuelle. Donc évidemment qu'il y a derrière des enjeux politiques et des devoirs, on va dire presque, de rendre l'appareil à la personne qui lui a tendu l'os, quoi, forcément. Bien sûr, Euh, oui. donc ça, faut en avoir conscience. Ces gens-là sont liés et aujourd'hui, c'est la vérité du monde français. Les médias sont tenus par les grands oligarques. De toute façon, n'ont pas le choix parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Comme aussi, il faut dire, les Français aussi pas forcément l'habitude de financer les médias, donc c'est les grands oligarques qui financent. Et c'est la seule façon pour le moment d'avoir des grandes vitrines. Donc tant qu'on n'aura pas révolutionné ce système-là, eh bien, ce sera eux qui tiendront le truc et évidemment avec leur pouvoir, avec leur ligne éditoriale, il faut juste en avoir conscience. Et à côté de ça, eh ben, on a des tout petits médias comme nous, mais alors vraiment, on est à côté des énormes navires, on est une espèce de petite coquille qui flotte.
mais qui nous permet au moins de flotter, où nous emmène le vent et où nous le souhaitons et pour le moment en tout cas de flotter encore et de ne pas se noyer dans l'océan, de la propagande. Ouais. Vous évoquiez justement le financement, ça me tend la perche pour le coup. Justement, c'est quoi votre modèle économique à vous? D'où vous tirez vos parts de financement, Ouais. pour votre journal? Bah, nous, c'est uniquement des dons, enfin de l'argent que nous envoient les auditeurs. Donc, ce sont en plus ce qu'on appelle des micro-dons. Ce sont des petits dons, d'auditeurs, qui n dépassent, qui sont je crois qu'en moyenne, ils sont, à moins de enfin, ils sont à une dizaine d'euros. D'accord. Hem, donc ce ne sont en fait, nous, c'est une multitude de petits dons, ce qui nous rend, encore plus libres que d'avoir un ou 2 grands financiers derrière nous ou alors, quelques grands donateurs qui pourraient nous mettre pression aussi en nous disant: «Oui, mais si vous invitez un tel, moi j'arrête de vous faire des dons» et donc nous, on sentirait une différence. Non, là, c'est beaucoup, beaucoup de tout petits dons, ce qui est pour nous vraiment heu, la permission d'une liberté totale de ton. Évidemment, après, c'est aussi les auditeurs, qui nous disent, enfin, on sent très vite, hein, si jamais on fait des choses qui ne leur plaisent pas, mais il y a un côté, vote populaire par le don, en fait, puisque Oui. si une grande majorité, n'apprécie pas tel ou tel, projet, bien, elle n'ira pas, tout simplement. Parfois, on fait des appels aux dons en disant: «Soutenez tel ou tel projet, est-ce que vous voulez soutenir?» Bah, s'ils veulent pas le soutenir, ils le soutiennent pas. Donc comme ça a le mérite d'être clair. Nous, on est uniquement, soutenu par les auditeurs qui soutiennent tel et tel projet. Donc, ouais, on a un échange direct, en fait, avec nos auditeurs, là-dessus. Ouais. On a aussi évidemment la plateforme YouTube qui nous finance, mais c'est pas plus de 10 D'accord. de nos revenus, mais YouTube par le fait de ses publicités donne forcément un petit, Vous n'avez aucune une publicité com sur comme on dit. Tocsin, du coup? Pardon? Vous n'avez pas aucune publicité sur Tocsin, pas d'annonceur, Alors non, nous ou on n'a autre? pas d'annonceur. Non, non, on n'a pas d'annonceur, on n'a pas de non, non. Pour le moment, on préfère rester encore une fois libre parce que c'est pareil, les annonceurs peuvent mettre des pressions. On l'a vu, hein, Mmh. sur, notamment là pour le coup, c'était sur CNews. Il y a pas mal eu des questionnements, d'annonceurs qui menaçaient de partir, puisqu'il y avait Éric Zemmour. Bon, heu, pour le moment, nous décidons, de rester, totalement libres et on réussit à s'en sortir comme ça. On verra plus tard, peut-être que la question se reposera. Mais, pour le moment, non, on n'a pas d'annonceur. Évidemment, enfin, YouTube pose ses publicités, mais ça, c'est absolument pas nous qui les choisissons et c'est le système de YouTube, de la plateforme. Est-ce que pour autant, dans le fait de dépendre comme ça de la vox populi, il n'y a pas le risque de tomber sous la pression de la démagogie? Ouais, De alors c'est une très l'envie bonne de question. plaire à son public? C'est-à-dire jusqu'où on peut tenir sa ligne éditoriale en défaveur de son propre public? Ouais, c'est une très bonne question et ça m'est déjà arrivé de faire des émissions que je trouvais vraiment pertinentes, vraiment intelligentes et qui ne fonctionnaient pas. Peut-être parce que justement, c'était pas le sujet attendu, parce qu'on sait très bien qu'il y a des sujets qui marchent plus que d'autres et que, oui, parfois, ben, on aimerait qu'il y ait une meilleure réaction par rapport à des sujets qui nous semblent en plus qu'on a pu travailler ou des déplacements qu'on a pu faire, heu et qui sont pas reconnus à leur juste valeur et comme vous dites, bah, à l'inverse, on peut avoir des pressions pour, recevoir telle ou telle personne ou pour aller sur tel et tel sujet. Enfin des pressions, pas des pressions, mais on sent des attentes d'une audience en tout cas, qui fait que, bah, si on va pas dans leur sens, ça ne fonctionne pas, les vidéos fonctionnent moins bien, et cetera. Après, pour le moment, bah, moi, évidemment, les audiences, faut garder, on a une obligation d'être vigilant à nos audiences parce que sinon, la radio meurt. Mais on a réussi à trouver un équilibre, je trouve, entre, de temps en temps, aller sur des sujets qui sont peut-être un peu plus pointus, un peu plus, voilà, qui vont pas plaire à l'ensemble de la masse de nos auditeurs, mais qui vont peut-être aller, chercher et cibler, un profil un peu différent et et puis savoir revenir aussi sur des sujets plus généraux. Mais c'est vrai il peut y avoir une course à l'échalote. Par exemple, pour vous parliez du complotisme. Dans le complotisme, on peut toujours aller plus loin et on sait que ça Mmh. peut éventuellement fonctionner et rapporter des vues. Mais, évidemment, moi, j'ai une limite qui est une limite morale et éthique à me tenir à un devoir que je pense de journalisme, c'est-à-dire, essayer de faire un travail sérieux, tout simplement. D'accord. Question pour revenir justement, vous parliez d'éthique, on évoquait, précédemment la charte de Munich qui a été donc signée par des syndicats de journalistes. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, si un journaliste avait
une faute déontologique. Alors je ne parle pas du pendant, délictuel, pardon, et la partie juridique, mais est-ce qu'il y a des instances de contrôle de la profession en interne? Comme à l'ordre des médecins, l'ordre des avocats ou autre? Bah, il y a l'Arcom, mais bon, est-ce qu'elle fonctionne Ouais, vraiment comme elle devrait le faire? oui, je pensais plus à, C'est voilà, on est mis au banc de sa propre possession, autrement que par l'Arcom qui effectivement ne fonctionne bah, pas à mon sens comme l'Arcom, il c'est censé être le comité indépendant de surveillance, j'ai plus le terme exact, mais de la ouais, presse, numérique et audiovisuelle. Le problème, c'est qu'on la voit très présente sur certains sujets, et pas du tout sur d'autres. Là, je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est le dernier fait d'actualité, ce pauvre homme là qui s'appelle Jean Ormanoff, du surnom, je crois, enfin, ça c'était son surnom et son vrai nom, Raphaël Graven, qui est mort en direct sur une chaîne de streamers. Je crois qu'il y avait plusieurs plateformes ouvertes, Kik et TikTok. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui était malmené par deux autres et ça faisait des audiences pas possibles. Il recueillait d'ailleurs énormément d'argent aussi. Vous voyez, là, ça repose aussi la question de la limite tout à l'heure, qu'on pouvait aller, mmh, jusqu'où on allait pour avoir de l'audience. Est-ce que il faut toujours satisfaire son audience? Ces gens-là euh, satisfaisaient visiblement énormément de monde par leur contenu ultra violent parce qu'ils malmenaient, ils maltraitaient cet homme finalement qui est mort en direct. Donc ça d'accord, pose une vraie question là pour le coup, jusqu'où on peut aller pour faire le buzz en fait. Là, clairement, ouais, ces gens-là ont fait le buzz, mais ils sont allés jusqu'à provoquer. Voilà, on va dire que le terme provoqué peut-être. En tout cas, il y a eu mort en direct, il y a une corrélation, donc oui, il y a clairement quelque chose de très grave qui s'est passé en direct à l'antenne et qui a été accompagné par ces deux personnes qui animaient cette chaîne et par une audience très très forte de gens qui s'amusaient de voir une maltraitance en direct. Ça pose de véritables questions. Donc oui, il y a, il y a clairement des questions de limites morales qu'il faut s'imposer, même si l'audience est là. ouais, d'accord, effectivement. Hem, pour rebondir sur un point, parce que vous parliez de buzz justement, est-ce que ces médias indépendants dont Foxin fait partie, vous avez des solutions pour empêcher les discours de propagande de certains influenceurs? Alors influenceurs au sens large du terme et influenceurs politiques, qui justement se servent de cette politique pour faire le buzz et un peu votre vision aussi sur ces influenceurs qui ont été convoqués par l'enquête parlementaire? Alors attendez, pardon, parce que, en fait, je me rends compte que j'ai pas fini de répondre parce que j'étais sur l'Arcom, Oh sur la question pardon, d'avant et en fait non, mais pardon. c'est moi qui, et en fait, cette plateforme-là, Kik, TikTok qui tournait autour de ce pauvre homme maltraité, n'a jamais, eu, elle, de sanction de l'Arcom. Donc c'est tout ça pour dire qu'on est censé avoir une autorité Mmh, indépendante de surveillance du journalisme et de ce qui se passe, sur les différents médias, qui ici n'a visiblement pas fonctionné, alors qu'on était clairement dans une maltraitance directe. Donc, bon, l'Arcom sert-elle vraiment l'intérêt d'une éthique journalistique? C'est la question qu'on peut clairement se poser. Bon, de toute façon, je la pose, j'ai déjà ma réponse, hein, parce qu'on a vu aussi qu'elle était directement orientée contre certains médias plus que contre d'autres. Donc, oui. voilà. Donc, alors, pardon, je rejoins votre dernière question sur les influenceurs et Heu, les commissions d'enquête, mais j'ai la pas. Allez-y. la place des médias indépendants finalement pour, empêcher des discours, propagande, justement, que ce soit servi par certaines chaînes d'information mainstream, certains influenceurs et puis est-ce que vous avez suivi justement, l'enquête parlementaire, sur ces 10 influenceurs? Mais Question alors, vous en parlez de quel double. influenceur? Pardon, je. Alors, les influenceurs politiques, on peut parler de certaines chaînes et médias d'opinion pour le coup, que ce Mmh. soit, des médias, indépendants ou des médias mainstream. On a évoqué tout à l'heure, CNews, mais aussi France Oui, Inter, où la directrice disait, «Je veux, refléter non pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'elle oui, devrait être». oui. À votre sens, quelle est la place de ces médias indépendants pour lutter contre ces outils, de journalistes d'opinion? Oui. Est-ce que vous pensez que les médias indépendants aujourd'hui sont en France ou pourraient être en France un contre-pouvoir à ces médias mainstream? Alors, contre-pouvoir, c'est certain.
C'est certain parce que on l'a vu tout à l'heure, les médias mainstream sont tenus, qu'ils le veuillent ou non. Ils ont des obligations de marché, ils appartiennent au marché, donc ils sont contraints. Voilà. Ils peuvent pas dire certaines choses parce que sinon on va leur fermer tel et tel pays, telle et telle niche fiscale. Enfin, ça dépend voilà des uns et des autres, mais en tout cas, ils sont contraints, tenus et liés, volontaires ou pas. En tout cas, c'est le cas. Donc ça, c'est sûr que à côté, un média qui n'a pas ces obligations est forcément plus libre et donc peut se permettre de dire d'autres choses, notamment de critiquer, par exemple, un gouvernement actuel. Donc ça, c'est certain. Ensuite, sur ce qui est de l'opinion, je pense qu'il faut arrêter de croire que le journalisme neutre existe. En fait, tous les médias ont une ligne et une position. En fait, il faut juste l'assumer. Ce qui est embêtant, c'est quand cette position, par exemple, est financée par l'État ou subventionnée par l'État. Et qu'il n'y a qu'une position qui est subventionnée par l'État et pas l'autre. C'est ça qui est embêtant, en fait. C'est une rupture d'égalité. Évidemment que tous les journalistes ont des opinions, une vie. Alors après, moi, j'ai un devoir moral, un devoir de réserve auquel je m'astreins. Mais j'ai une position, j'ai une affinité, j'ai une vie, j'ai un passif qui fait qu'évidemment, j'ai un enracinement qui fait qu'évidemment, j'ai ma ligne éditoriale et notre média a une ligne éditoriale, comme je vous disais tout à l'heure, vous la classez comme vous voulez, mais elle existe. Et on Mmh. aura, moi j'ai beaucoup je veux dire, de respect pour le travail d'Aude Lancelin, par exemple. On aura d'autres médias qui ont une autre ligne éditoriale, mais que je respecte pour leur travail. Et voilà, c'est le cas. Donc, ce qu'il faut, moi, je pense, c'est que c'est tout simplement laisser ces gens s'exprimer, les différents médias les personnes décider de qui ils écoutent ou qui ils n'écoutent pas, tout simplement. Mmh. Et en fait, avec la pluralité des médias, on arrivera à une forme d'objectivité générale. C'est le principe du procès, par exemple, normalement. C'est de l'opposition des idées émergera la vérité. On va pas décider qui a raison, qui a tort. Et on peut pas. Et moi, je pense pas détenir la vérité. Mais voilà, peut-être que je détiens une part de vérité par ma vie, par mon voilà. Mais un autre détiendra une autre part. Et il faut juste laisser toutes ces personnes-là s'exprimer. Quand on ferme l'expression, et ça va être le cas, on peut continuer d'en parler avec d'autres moyens de soi-disant de surveillance. Euh, contre la pédocriminalité, etc. Et en fait, qui vont empêcher les petits médias, les médias alternatifs de s'exprimer. Euh, En On fait, parlait c'est de chat pour control justement en évidence. exactement, exactement. Chat control qui va arriver en octobre. Ce sont des plans qui permettent de fermer la porte et donc le bec à tous les médias, en gros les petits médias d'opposition qui sont aujourd'hui peut-être les plus fortes oppositions. Donc, Mmh. moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je dirais pas qu'on n'est pas, à d'autres façons, médias d'opinion. Enfin, en tout cas, on a une opinion, même si, mon but n'est pas, d'être éditorialiste et d'assumer mon opinion et je tendrai toujours le micro à l'autre, à moi qui dirai les Ouais. choses. Heu, mais mais par affinité, j'irais peut-être plus chercher, en effet, des profils plus souverainistes que d'autres. Bon, bah, voilà, mais ça reste une opinion. Et donc Heu, l'idée finalement, c'est d'assumer le journalisme d'opinion, d'en sortir par là-haut, en faisant fi finalement d'une espèce de bien-pensance moralisatrice, assumant que chacun a des courants d'opinion divers Bien et sûr, variés et ouais. que c'est dans cette intelligence collective que se trouve la plus proche neutralité. Exactement. Sauf que j'appellerais pas ça, enfin, moi, en tout cas, je pense pas faire du journalisme d'opinion dans le sens où on n'est pas dans un plateau d'éditorialiste. Je donne la parole Oui, à des gens, qui sont pas forcément étiquetés, qui n'ont pas forcément, voilà, qui n'ont pas pignon sur rue habituellement et qui sont pas, les promoteurs d'une vérité. C'est des gens qui ont des difficultés ou des combats, voilà, donc je dirais pas journaliste d'opinion. Je dirais, journalisme avec une ligne éditoriale, mais il faut d'équilibre. voilà, faut reconnaître que chaque ligne a, comme d'ailleurs quand vous rencontrez une autre personne, chacun est différent avec son mode de pensée et sa vision des choses. Heu, voilà, l'idée, moi, je pense, c'est surtout ces subventions publiques, à direction unique, c'est, le fait que les ondes et les chaînes ne soient données qu'à certains profils et pas à d'autres. C'est ça qui est Mmh. embêtant. C'est pas le fait que certains aient une opinion et d'autres une autre. Oui.
Donc en fait, si on voulait annihiler ce jeu un peu sordide, si vous voulez, il faudrait tout simplement, on pourrait imaginer d'arrêter tout simplement la subvention publique. Et Oui, ça remettrait le jeu à égalité. Et ensuite, ce seraient les citoyens qui décideraient qui ils veulent financer, qui ils ne veulent pas financer, tout simplement. d'accord. Oui, finalement une égalité, alors là presque libérale, Oui, que celui qui ne correspond pas aux attentes, s'effondre et que celui qui correspond le plus, au risque de justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, au risque oui. de voir s'imposer la loi de la démagogie, vox populi, vox dei, Ouais, 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 c'est donc vrai. c'est un C'est journaliste un vrai justement qui questionnement, mais soit après, enfin, par exemple, moi, je ne crois pas, qu'on soit, démagogique et pourtant on a une très belle audience, vous voyez? Donc oui, oui. est-ce qu'on considère que le peuple, n'est qu'une masse, sans réflexion? Je c'est pas l'impression que j'ai en tout cas avec le résultat de notre chaîne. Je crois qu'il y a vraiment une attente en tout cas de réflexion et de plus en plus d'ailleurs et d'ailleurs on le voit avec les médias alternatifs beaucoup. On se disait oui maintenant avec TikTok, toutes ces petites impressions très rapides, ces images très courtes, heu, les personnes ne cherchent plus à réfléchir et ça alors que pas du tout. On voit les modèles américains, on voit que maintenant, ce qui marche le plus, c'est souvent des échanges, d'1 heure et demie, parfois 3 heures d'interviews Mmh. avec une personne. Alors, on est complètement à l'inverse de ce qui nous a été vendu en disant il faut toujours plus rapide, toujours plus de musique, plus fort, plus. Parce que les gens sont plus capables de se concentrer. Non, je pense qu'il y a véritablement une Non, recherche non, non, maintenant, aussi peut-être par réaction, hein, une recherche d'intelligence. tout à fait Mais, et mais c'est une c'est vraie pas question, hein, par contre, l'appel non, à non, la mais c'est cer démagogie. et puis c'est certainement pas sur une rue qui se veut une volonté de démocratie ouverte et participative et que je vais vous contredire sur le fait qu'il peut y avoir une intelligence collective. Mais, Mmh, ce que j'évoquais plus que l'idée du format, on a vu par exemple, alors ça remonte maintenant il y a quelques années, mais Fox News qui a pris une ligne beaucoup plus dure aux mmh. États-Unis pour, complaire à un certain électorat et Ouais. soutenir une vraie ligne, pour le coup politique et pas seulement éditorialiste. Pour changer un petit peu Oui. de Oui, mais sujet Fox News était et clairement derrière comprendre, Trump, par exemple, hein, donc typiquement, ça revient à l'idée qu'il faut refuser aussi d'être la plateforme d'un parti, plus qu'un autre. tout à fait. Et justement, est-ce que ces mêmes oligarques, hein, qui financent du coup les grands médias, heu classique, mainstream, et qui tente, vous aussi, de vous racheter, vous ou d'autres médias indépendants, pour vous contrôler et influencer votre ligne éditoriale, mais bien sûr en sous-main. Non, alors à nous, en tout cas, je suis pas au courant s'ils cherchent à nous racheter. Hem, je pense que d'autres cherchent plus à faire, par exemple Frontières cherche plus à faire, la passerelle entre Frontières et CNews. Bon, c'est assez clair, donc je le dis, je ne sais pas à quel point, je sais pas s'ils ont des montages, hein, mais on voit bien que dès qu'il y a un sujet de Frontières qui sort, il y a une promotion CNews derrière. Donc à quel point y a-t-il derrière une recherche de rachat et cetera? Je ne sais pas. Ce qui Non, est mais je sûr, pense c'est par que exemple à mmh, Xavier Niel qui avait des parts dans Le Crayon, je crois. oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait, voilà. Non, mais j'allais y venir. Je pense qu'en effet, il y a je crois que d'ailleurs, Saadé aussi a acheté, récemment un compte numérique comme celui-ci. Il y a clairement, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une fuite, des parts de marché, enfin, il y a une fuite, des parts de marché radio et télé. Donc il faut aller chercher là où il y a du monde, hein, c'est-à-dire c'est dans le numérique aujourd'hui. Donc ces médias-là, au bout d'un moment, d'abord deviennent de plus en plus, on va dire agressifs puisque, ils sont en faiblesse et puis, après s'ils ont un peu d'intelligence, on va dire, ils vont aller chercher à, racheter des petits, médias, numériques qui semblent en tout cas, qui peuvent avoir une apparence indépendante ou qui ont, hem, un marché que eux non plus, ou qui peuvent toucher, justement les jeunes, ou les donc c'est sûr que ça va devenir, à mon avis, le nouveau combat, ça va être, pour ces très, très gros médias d'aller, se diversifier dans ces médias numériques beaucoup plus légers. Ces petits navires, mais qui sont finalement aussi peut-être plus maniables pour eux, et qui leur apportent, une part de marché. Peut-être qu'on arrivera sur un fonctionnement de plus en plus segmenté aussi. Avant, on Oui. avait, les grandes réunions, du 20h, par exemple, qui réunissaient, je dirais pas la France entière, mais presque. Et Mmh. et maintenant, comme d'ailleurs pour le publicitaire, tout devient beaucoup plus segmenté. Donc peut-être que, celui qui aura une recherche, pour des intérêts ou d'autres, d'aller chercher une part de marché jeune ira, voir Le Crayon ou je sais pas quel autre média. Puis d'autres iront chercher, voilà, une partie plus
pas moi, plus destinés, plus intellectuels, plus littéraires, enfin, voilà, donc peut-être qu'en effet, ce sera leur façon, en tout cas, de se racheter une audience 2.0, et je dirais même Mmh. euh, 2,5.0, quoi. Et c'est assez intéressant ce que vous évoquez, la segmentation et finalement la part Mm. de marché. Quels sont vos rapports avec les autres médias, que ce soit des médias indépendants ou mainstream? Est-ce que, par exemple, vous regardez leur manière de faire, les écueils à éviter? Ou est-ce que Oui, vous êtes un alors, peu tête dans le guidon en disant: «J'ai mon idée, je la suis jusqu'au bout»? alors, on a complètement la tête dans le guidon, c'est sûr. Nous, on s'est créé sans trop savoir vers où on allait. Et puis, on a vu que ça marchait. Franchement, enfin, moi notamment, et mon équipe, on a travaillé comme des fous. Et maintenant, on se rend compte que ça fonctionne. Mais on voit ça un peu de loin, et on est surtout en train d'essayer de tenir la boutique. Donc ça, c'est sûr, on n'a pas le temps, nous, on n'est pas suffisant pour pouvoir s'amuser à faire des analyses et se dire, bon, tel et tel euh, fonctionne comme ça, donc on va plutôt faire autrement. D'ailleurs, je remarque que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a créé une matinale numérique sur YouTube, ça n'existait pas, hein, je crois. Donc, enfin, vraiment, enfin, quand c'était une matinale en live uniquement sur YouTube, et qui n'avait pas, par exemple, son plateau télé ou sa machin, parce que souvent il y a des retransmissions. En tout cas, on a été parmi vraiment les premiers à le faire. Ça a très bien marché au départ, alors que tout le monde nous disait que d'ailleurs ça n'allait pas marcher, je précise. Euh, je remarque que depuis, on a Frontière qui lance sa machin, Mike Borowski qui lance sa matinale numérique, et encore d'autres. Donc, on voit bien, le média a lancé sa matinale. Enfin, donc, on a peut-être créé une émulation de ce côté-là. Donc, je remarque que c'est plutôt les autres qui nous regardent pour le moment, parce que nous, on n'a pas eu le temps de regarder les autres. Mais c'est pas idiot de regarder ce que font les autres, et ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, les écueils, évidemment. Euh, Moi, je sais que je vois ce que font les uns les autres, et qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, euh, que je ne ferai pas, donc. Euh, Oui. ni servir la soupe aux politiques, ni servir la soupe à un complotisme exacerbé, c'est-à-dire sans réflexion ou sans analyse, euh, voilà. Donc, on essaye de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Mais ça ne m'empêche pas de trouver très bien que tout le monde existe, hein, encore une fois. Oui, oui. Chacun va chercher ce qu'il recherche, et voilà, c'est notre façon de voir les choses, en tout cas. Super. 2 questions peut-être un peu plus, personnelles, à vous Clémence Oudiakova. Oui. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune qui souhaiterait se lancer dans le journalisme? Euh, Moi, j'ai eu un conseil euh, un jour, pour tout vous dire, de Dimitri Pavlenko, qui anime la matinale d'Europe 1 aujourd'hui, qui était à Sud Radio, et qui m'a dit, au lieu de rester où tu es, où tu penses que tu n'évolueras pas, ose, ose cliver. C'est grâce à ça que je suis partie à Radio Courtoisie, qui n'était pas forcément ma tasse de thé ni de café. Euh, et en fait, je le remercie de m'avoir aidé à dépasser justement cette histoire d'étiquette, etc. Et aujourd'hui, on est dans un monde clivé de toute façon, donc bon, qu'on se prenne une étiquette de complotiste extrême droite, tout ce que vous voudrez, pro-Kremlin ou je ne sais quoi d'autre, c'est presque devenu banal. Donc, par contre, ça nous offre, une fois qu'on a passé le mur, entre guillemets, ou pris la petite pilule, enfin, je sais pas, chacun a son image, ça dépend quel film vous regardez. Euh, eh bien, en fait, vous comprenez que vous êtes beaucoup plus libre, et qu'une fois que vous avez euh, dépassé le qu'en dira-t-on, et ben, ça vous permet au moins d'avoir une vraie liberté de ton et d'être vous-même. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, en tout cas, hein, pour mon cas, j'ai remarqué qu'à partir du moment où j'ai vraiment assumé ce que je voulais faire, bah, ça marchait. Ça, c'est intéressant quand même. Faut sauter le pas, mais ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit des pressions jusqu'à ce qu'on saute le pas. Là, on a Ouais. l'impression d'être le vilain petit canard, on va plus avoir d'amis, enfin, dans les médias en tout cas, hein. Et puis, une fois qu'on a sauté le pas, bon, d'abord, on se rend compte on a une audience, qu'il y a vraiment des gens qui attendent de ce qu'on fait, qui nous soutiennent, et qu'on va créer de nouveaux contacts, de nouvelles personnes. Donc, oui, je trouve que finalement, ouais, le bon conseil, c'est ose faire et être ce que tu veux faire et ce que tu veux dire.
Et pas Et peur de finalement, ça cibler va les êtres marcher. humains. Ouais, et pas OK, peur de cliver. Surtout qu'encore une fois, hein, les étiquettes aujourd'hui, les étiquettes, qu'on a citées, il y en a d'autres. En fait, la normalité, mainstream se réduit comme peau de chagrin. Et nous sommes de plus en plus oui. nombreux à être exclus de la normalité. Donc ça, il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire que de toute façon, un jour ou l'autre, ils seront 3. Sauf ils nous feront encore croire que c'est eux qui ont raison et qu'ils sont le bien, et le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Heu, alors qu'en fait, bah, tout le monde aura compris, tous les autres, seront ailleurs, seront déjà en train de faire la fête, dans leur village gaulois et dans leur ruche. Sauf que essaieront encore d'imposer leur vérité en disant que c'est eux qui ont raison. Heu, mais voilà, La donc en fait, doxa. bon, faut dépasser, ouais, c'est exactement la définition de la doxa. Faut dépasser ça. Alors, une question à titre personnel, toujours. Qu'est-ce que vous Ouais. pensez donc du coup, alors c'est des éléments qui sont beaucoup débattus sur cette ruche, d'une part du RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, et d'autre part d'une proposition en tout cas, qui est l'expropriation des propriétaires de médias oligarchiques et la transformation de l'ensemble des structures médiatiques, potentiellement vers des scopes ou une redistribution du capital? Attendez, alors, vous pouvez refaire la deuxième partie de la question? Bien sûr, Ce je vais que je pense du reprendre RIC lentement. et Le ouais, RIC déjà. ouais. Bah, je suis à fond pour. OK, super. Non mais Et la après deuxième c'est oui, oui, partie ouais. oui, Non, non, allez-y. mais pas de souci, développer, sur le Non, non, RIC, non, je mais, t'écoute. bah, non, mais je vous l'ai dit, nous, on est souverainistes, pour, un retour à la souveraineté populaire. Donc évidemment, après moi, je suis pas une politique, donc je vais pas développer, outre mesure, comment on pourrait arriver à cela et pour qui il faudrait voter, parce que c'est pas mon Tout à sujet, fait. encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais évidemment qu'on est pour un retour pour la souveraineté populaire, donc tous ces Tout à fait. moyens-là. Maintenant, la question, c'est plutôt qui va bien vouloir le mettre en place, parce que ça sert pas beaucoup d'intérêt de ceux qui sont en place aujourd'hui. Ça, effectivement, c'est un autre débat et j'ai bien précisé, c'était votre avis personnel, Mmh. sans engager le média tocsin et sa ligne éditoriale. La deuxième partie de la question, c'était, toujours à titre personnel, une proposition de projet de loi qui serait l'expropriation des propriétaires de médias et oligarchiques, sous une Ouais. forme ou une autre, la transformation de l'ensemble des structures médiatiques, potentiellement, vers des scopes et redistribution du capital. Ah Donc oui. globalement, soit repartir vers des médias étatiques, ou à contrario, vers des médias qui appartiennent aux citoyens. Mmh. Oui, alors le Dans les côté 2 cas, expropriation, ça me plaît pas trop, hein. Il y a un petit côté soviétique, ouais, enfin, forcené que j'aime pas forcément et encore une fois, moi je pense que la meilleure méthode, c'est tout simplement d'arrêter de leur donner des subventions. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où il y a plus de subventions, il y a beaucoup moins d'intérêt à soutenir ces médias. Ça coûte très cher. Heu, alors, en revanche, poser la question de l'existence, d'un média, public, ça c'est une vraie question. Mais de toute façon, ce serait pas une aujourd'hui, il y a expropriation des parce que médias publics. bah, oui, c'est ce que je dis, oui. Et eux, pour le coup, Je on disais, pourrait, pardon? à tout le groupe, France Télévisions, France Radio, Bien sûr, donc Radio France ça, pour le aussi. coup, ce serait intéressant de se poser la question de la légitimité de leur existence. Heu, Par contre, les médias qui appartiennent aujourd'hui aux grands oligarques, mais qui sont ultra subventionnés et très soutenus, par donc les subventions, mais les aides publiques, eux, ou par soit, des remises, d'impôts et cetera. Ça, j'irai pas jusqu'à l'expropriation, mais tout simplement arrêter les intérêts financiers qu'ils peuvent percevoir à travers ces médias et là, on va voir Et si tout s'ils vont continuer. Vous savez, aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair que ça d'ailleurs, c'est très intéressant et comme il y a pas, cette subvention publique, les grands médias mainstream sont en train de s'effondrer. On en a des mmh, pertes de marché énormes, CNN notamment, mais d'autres. Hem tout à fait. et comme ils sont pas, abreuvés par la par l'aide publique, bah, ils ferment ou ils changent, leurs lignes ou ils ferment des services, notamment justement, tous les services qui étaient les services, dédiés à la lutte, vous savez fact checking et cetera. Tous ces Tout à services-là fait. ferment parce qu'ils ne sont, aujourd'hui, ils ne marchent plus, les gens n'en veulent plus, et donc ils sont plus subventionnés. À un moment donné, ils l'étaient, on en a beaucoup parlé et notamment, par, différents services qu'a fermé Elon Musk. Mmh. Donc et là-bas, ça ferme direct. Donc ça a le mérite, on va dire les avantages et les inconvénients des Américains, c'est que
Au moins, c'est clair, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Il y a plus d'audience, ça ferme et puis voilà. Bon, nous, le problème, c'est qu'on a une forme de résilience par les aides publiques. Mais si on Mmh. arrêtait ces aides, ça fermerait. Ou alors, peut-être qu'ils se poseraient plus de questions sur leur ligne, vous voyez. Ils seraient peut-être un peu moins impétueux, un peu moins sûrs d'eux, en disant moi, je veux décrire la France telle qu'elle devrait être au nom de ma propre ligne à moi. Moi, Sybille Veil, moi, je ne sais qui, je vais décider, ce que doit être la France et ce que doivent être les Français. Mmh. Et ces gens-là seraient évidemment, un peu moins aidés, un peu moins financés, donc forcément peut-être un peu plus disponibles à ce que pensent véritablement les Français. Moi, je pense que ça suffit plutôt qu'une expropriation. J'aime pas trop le mot expropriation, à vrai dire. Oui, oui, mais ça pourrait être, par exemple, au sens très large, on pourrait dire qu'une puissance financière, par exemple dans les transports ou dans les télécoms, n'aurait pas le droit de détenir des parts dans le journalistique ou dans le média. Oui, oui, c'est Et en sûr, une espèce de frontière comme ça en disant: «Bah, voilà, ça a existé dans d'autres pays». ah oui, non, non, mais oui, oui, ça c'est sûr, il pourrait y avoir des frontières comme ça. Ce serait l'objet de nouvelles lois, par exemple. Encore une fois, Tout à fait. comment pousser ces lois aujourd'hui, avec justement les médias que nous avons et comme on est dans un système fermé, c'est très compliqué à mettre en place. Mais oui, oui, c'est sûr. Ça, que de nouvelles lois apparaissent pour mieux réguler, la propriété médiatique, il y a clairement du travail à faire de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfait. Un dernier point, juste sur Toxin avant de conclure la question, parce que mine de rien, le temps passe et vous m'avez déjà accordé 1 heure, enfin vous nous avez déjà accordé 1 heure pour être précis. Juste un petit point, sur Toxin. Est-ce que c'est vous qui choisissez vos invités librement? D'une part, est-ce que l'équipe est sur la même ligne politique et éditoriale d'autre part? Ou est-ce que vous justement vous êtes aussi, sollicité par des invités qui souhaitent, être interviewés par vous? Donc la première Heu, question, pardon, en 2 alors, temps, la ligne oui. éditoriale au sein de l'équipe, ligne politique au sein de l'équipe et deuxième point, est-ce que c'est vous qui allez chercher vos invités ou est-ce que des fois vous êtes sollicité? Alors, je dirais oui aux 3. D'accord. Non, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je travaille beaucoup en équipe, je doute, je passe mon temps à me douter, donc je passe mon temps à demander à tout le monde ce qu'ils en pensent, tel et tel invité, l'intérêt de recevoir telle et telle personne, pourquoi, une plutôt que l'autre. Je suis assez à l'écoute de ce que me dit mon équipe, qui a ses arguments et en plus on a différents points de vue, différents profils, ce qui nous permet vraiment d'avoir, des positions différentes, donc des débats. Donc oui, oui, il y a des Mmh. débats, qui on va recevoir, qui en priorité, qui pour tel et tel sujet. Hem, donc voilà, on débat et puis finalement moi je tranche à la fin, mais si je vois qu'il y a une majorité pour une personne, on recevra plus cette personne qu'une autre. Voyez. Après je peux tout à fait recevoir des personnes qui ne sont pas, heu qui ont pas ma préférence intellectuelle ou idéologique, mais parce que alors soit parce qu'on a publié un livre et que je trouve ça intéressant, Mmh. de recevoir une personne même si on n'est pas d'accord, heu et parce que voilà, sur tel et tel sujet, elle a un angle, dans un temps donné qui permet, de l'entendre et qui voilà, je trouve que c'est pertinent. Non, non, donc on est assez ouvert et aux personnes qui vont nous contacter, qui vont nous dire: «Bah, j'aimerais bien passer chez vous». Parce qu'on a fait, D'accord. franchement, quand les gens nous contactent, on essaye. En tout cas, on analyse toujours la demande, et on voit, l'intérêt ou pas de la recevoir. Il y a aussi évidemment, des périodes il y a une temporalité. Il y a des moments où, bah, même si une personne paraît intéressante, bah, c'est vraiment pas le moment d'en parler parce qu'on a d'autres sujets beaucoup plus forts. Donc on le Mmh. fera pas, mais ça pourra être repris 6 mois plus tard, avec, avec plaisir. Donc vous voyez? Mais en tout cas, c'est vrai qu'en général, on étudie toujours ceux qui nous demandent de passer. On donne la parole quand il y a des droits de réponse, on leur donne la parole, même si c'est donc D'accord. des opposants. Heu et donc comme je vous le dis, il y a évidemment débat dans l'équipe de rédaction, débat, mais enfin discussion plus que débat et puis, je finirai par trancher, mais je cède facilement à la majorité parce que voilà, j'aime bien, comme vous dites, la réflexion collective, l'intelligence collective, donc c'est ce qu'on pratique aussi chez nous. Et du coup, une question, qui rebondit là sur ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos confrères qui travaillent donc dans des rédactions mainstream, ils sont Mmh. tout de même lucides sur la situation globale en France?
et potentiellement sur un rôle de propagande qu'ils jouent? Ou est-ce que, à votre sens, ils sont dupes, sur cette, question du la corruption du pouvoir médiatique? Ah, je pense que pour beaucoup, ils sont dupes ou ils se moi j'ai vu, hein, comment ça fonctionnait aussi à Sud Radio, beaucoup qui s'enferment eux-mêmes dans leurs propres interdits, sans se rendre compte finalement que progressivement, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais ils trouvent ça normal, ou certaines choses qu'on n'a pas le droit d'évoquer, ils trouvent ça Mmh. normal. Bon, heu, s'engouffrant dans un langage de plus en plus feutré et de plus en plus insignifiant. C'est pas forcément, volontaire et c'est pas forcément pour nuire, mais je pense que c'est aussi un comment dire? À force d'être toujours dans le même milieu, de ne rencontrer que de faire que de l'entre-soi, vous voyez? Donc ça nous enferme, ça nous engonce dans un cocon un peu confortable du média mainstream. Ouais. Il y a pas forcément une volonté de nuire aux autres, malheureusement, donc ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font, et de C'est nuire plus des aux autres biais et à de la liberté d'expression. consommation et puis oui, c'est Pardon? plus des biais de consommation et de l'autoconviction finalement Exactement, qu'on est exactement. justement dans la juste branche, hein. Ouais, ouais, tout à fait, une Mmh. forme de conformisme, qu'on peut trouver aussi dans les dîners, comme on appelle les dîners mondains, vous voyez? Il y a certaines Tout à choses fait, qu'il ne ouais. faut pas dire, sinon on choque, sinon on n'est plus invité, sinon on progresse pas, il faut pas gêner, quoi. Faut c'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans la fonction publique, beaucoup de profs disent: «Oui, mais j'avais pas le droit de le dire», Samuel Paty, hein, derrière ça, il y avait beaucoup qui ont dit, pas de vague, le fameux pas de vague, on n'a pas le droit de dire certaines choses, sinon on était pourri par la hiérarchie. Bah, tout ça existe et ça existe dans les médias malheureusement. Donc ça, c'est Je rejoins intéressant à savoir votre d'ailleurs parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup plus du non-dit et de la soumission volontaire que, un ordre qu'on aura reçu, en disant: «Non, toi tu ne fais pas ça» ou «Toi tu fais ça, il faut tuer ces gens-là». Non, non, c'est pas comme donc ça. c'est beaucoup C'est plus une beaucoup plus imprégnation par le milieu et de l'ordre de l'inconscient finalement. exactement, exactement, par le milieu. Une imprégnation par le milieu, c'est une très bonne explication. D'accord. Merci beaucoup. Dernier petit point et après promis, je laisse, si vous avez quelques minutes encore à nous consacrer très rapidement à Ouais, quelques questions ouais, du là chat. rapidement parce que ouais. Ouais, très rapidement, parce que c'est beaucoup revenu dans le chat. Votre position, alors soit celle de Mediatoxin, soit la vôtre personnelle, Mmh. sur, les mouvements qui s'annoncent pour le 10 septembre. Ah, alors je ne sais pas Si trop vous quoi, souhaitez, vous dire. Ouais. Pardon? ouais. Si vous souhaitez, Non, non, répondre. à vrai dire, alors, déjà, je vais vous dire une première vérité, c'est que je suis partie en vacances, mais j'ai vraiment décroché de l'actualité. Donc évidemment, j'ai suivi, hein, tout ce qui se passait autour du 10 septembre, mais j'ai pas creusé énormément le sujet. Moi, je sais que j'ai une journaliste qui a reçu 2-3 personnes qui pourraient en parler dans une émission que j'ai écoutée et j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, que ce mouvement ne serait pas si spontané que ça et peut-être une forme de mouvement organisé pour casser justement, le véritable mécontentement populaire. Bon, est-ce qu'on va trop loin dans la réflexion? Est-ce qu'on va trop loin heu, dans l'analyse d'un mouvement qui, finalement qui serait véritablement un mouvement de révolte populaire? Je ne sais pas, je n'affirme rien, je n'ai que des questions à vous proposer. J'ai pas assez étudié moi-même la question, j'ai pas enquêté sur le sujet. En tout cas, D'accord, on sera présent et on suivra, hein. Hem, on suivra parce que ce sera de toute façon de l'actualité, qu'il y aura forcément des gens intéressants sur place. Et puis on verra bien ce qui en sort. Est-ce que c'était quelque chose de télécommandé ou pas? Je sais que évidemment ce phénomène existe de télécommander des mouvements un peu avec, finalement, une direction un peu sous contrôle qui permettrait, vous savez, comme la journée du fou au Moyen Âge, d'évacuer les mécontentements et les colères et oui, d'échapper à une véritable révolte. Bon, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. On sera sur place, on va suivre. Je ne sais pas vous ce que vous d'accord, en pensez, ça m'intéresse de savoir d'ailleurs. Mais j'ai pas de réponse toute faite. Je n'ai que des questions. d'accord. Eh bien, je vais pas donner mon avis à titre personnel, mais effectivement dans la rue, c'est, quelque chose, qui nous anime et qui lève des questionnements en tout cas Mmh. et des Mmh. participations d'ores et déjà. D'accord, bah, écoutez. Voilà. Voilà, en tout cas, moi, ça, on va le suivre, on va donner la parole à tout le monde, hein, on posera la question sur ce qui va se passer, sur comment les auditeurs le sentent, pourquoi.
est-ce que, est-ce que la province, les gens se sont vraiment sentis concernés par ce mouvement? C'est aussi quelque chose qu'on va suivre. Ou est-ce que c'est uniquement parisien? Enfin, voilà. Donc on verra tout Oui. ça. C'est des questions que je suivrai évidemment avec la matinale et le reste du Média Tocsin et les journalistes, nos journalistes reporters sur place. Eh ben, merci beaucoup. Très rapidement et quelques questions issues, du chat. Donc j'ai accueilli un 1er question, donc c'est JDF. Je vous demanderai d'être extrêmement succinct sur vos questions pour avoir, un, une lisibilité de la part de l'audience et 2, que Clémence puisse y répondre, de manière, directe. JDS, on t'écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très Oui. bien. Alors, la question est très simple. En fait, quand on revenait à une des propositions du mouvement qui est effectivement, quel était le terme, un peu stalinien de expropriation des médias, Mmh. voilà. Mmh. En fait, ce que vous avez expliqué très justement, c'est que si on coupe les subventions, naturellement, ça va déjà casser une certaine logique et ça va réguler un Mmh. petit peu. En Oui. fait, l'idée dans le mouvement, et les camarades me contrediront si je me trompe, mais c'est que comme on veut que ça aille vite et justement pour permettre que les RIC qu'on veut mettre en place puissent se faire avec des médias qui informent, de manière assez neutre, en Mmh. fait, l'idée de «l'expropriation» entre guillemets, c'est pour a aller plus vite, ne pas attendre 2, 3, 4 ans que ça se fasse tout seul, c'est d'aller vite pour assainir un peu le terrain médiatique, pour qu'ensuite les sujets des RIC puissent être débattus de manière, plus neutre. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Bah, non, mais je comprends. Je comprends ce que vous dites, c'est toujours mieux d'aller plus vite, mais encore une fois, l'expropriation, c'est par la force et ça me rappelle quand même il se trouve qu'en plus j'ai des origines russes, heu, ça me rappelle quand même, une histoire, totalitaire qui me plaît pas trop, voilà. Heu enfin, si cette expro non, mais si on passait une nouvelle loi, si vous voulez, ça c'est différent. Mais de dire, «Je prends le pouvoir et j'exproprie», ça me gêne un peu comme ça, vous voyez? Mais je comprends la logique et je suis d'accord avec la logique, encore une fois. Je suis tout à fait d'accord avec la D'accord. logique, vous voyez? Merci beaucoup Clémence. Donc effectivement, le fond, pourquoi pas, la forme, moins. Ouais. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont levé la main, je vous ai envoyé une invitation, donc il faut cliquer sur le lien pour accepter l'invitation et du coup monter en tribune. Il nous reste, moins de 7 minutes, donc même chose, si on peut faire ça vite. Je vois qu'il y a Peps, il y a également Stanislas qui ont reçu des invitations. Je vous invite à cliquer sur celle-ci si vous souhaitez prendre la parole. Quoi qu'il en soit, Clémence, en attendant, la prochaine question, pour avoir suivi le chat et être en lien avec, l'équipe conférence qui donc, coordonne le chat et moi, vous recevez, beaucoup de félicitations et de louanges, à la fois pour votre clarté, votre franchise et du coup, voilà, Ah bah, écoutez, félicitations. merci beaucoup. Ouais, j'ai pas, on n'avait rien préparé à l'avance, je veux dire, j'avais pas de texte, hein, donc parfois voilà, je cherche mes mots pour essayer justement d'avoir les mots justes, donc voilà, j'étais pas tout à fait dans l'optique d'un déroulement d'une conférence comme on pourrait le dire, mais bon, j'ai essayé. En tout cas, on a essayé d'être, tous les 2 le plus sincère possible, je pense, donc tant mieux si les gens l'ont ressenti. Bah, écoutez, oui, après effectivement conférence, c'est un mot large. On préfère parler d'agora, c'est le nouveau Mmh. format, Ouais. qui s'annonce. Effectivement, en agora, ça présente un peu plus, cette notion-là de monter en tribune et d'exposer un avis citoyen. Ouais, tout à fait. C'est Colin Cholet, je viens de vous envoyer l'invitation, si vous pouvez cliquer dessus rapidement. En quoi on rappellera, on libérera, pardon, Clémence. Normalement, il y a un petit lien si vous êtes sur PC ou sur téléphone. Il y a vert, pardon, qui s'affiche. Sinon, posez la question dans le chat et je la relayerai. Encore une fois, c'est vrai qu'on invite, vite. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, L'invitation la question sur la musique de Tocsin, je peux répondre en attendant. ouais, La je musique vous du en prie, départ, c'est effectivement. pardon? J'ai dit: «Oui, oui, tout à fait». Oui, c'est High Hopes de Pink Floyd qui a été retravaillé, mais c'est une très, très belle musique à l'origine. High Hopes, donc les espoirs hauts. C'est bien pour, et puis évidemment, vous entendez derrière une cloche, donc la cloche de Tocsin. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a interprété nous.
Est-ce que pour rappel, le tocsin, c'est une cloche qu'on trouvait sur les églises et qui servait notamment à sonner les grands événements et notamment Ouais. les guerres. Oui, c'est Les ça, appels à la guerre. oui, c'est ça, c'est une cloche assez, je vais pas dire maudite, mais qui annonce des événements graves, mais qui permet aussi le rassemblement. C'est-à-dire que le C'est ça. moment où on la sonne, tout le monde doit se réunir autour du clocher et autour de l'église, pour faire face aux dangers qui existent. Donc ça revient sur l'idée de réaliste, c'est-à-dire, bon, à un moment donné, on faut comprendre qu'il y a des choses qui tournent pas rond, qui clochent pour pour, filer la métaphore. Donc osons les voir et les nommer. Donc c'était aussi l'idée du tocsin. D'accord. Alors, désolé, donc il semblerait qu'il y ait quelques abeilles qui aient un souci dans les invitations. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réussi à monter, mais pas grave, je vais relayer donc la question de Peps. Quand on est un média alternatif, comment savoir de quoi peut-on parler sans risquer la censure? Quelle est la limite de la liberté d'expression en France? Oui, alors ça c'est alors il y a plusieurs questions dans la question parce que la censure, elle peut venir de plusieurs personnes. Il y a évidemment, l'Arcom, qui n'embête pas trop pour le moment les médias alternatifs, mais ça va venir parce que, on l'a évoqué rapidement, mais il y a d'abord il y a Chat Control, qui va donc, de plus en plus surveiller. Il y a le DSA qui a été, pris, au niveau européen, et puis là avec une nouvelle loi qui a été, votée au niveau européen cet été, qui va nous rajouter encore des contraintes et surtout des possibilités d'interdire des médias au nom d'un intérêt général. Enfin, donc on est de plus en plus, enfin l'Europe, de évidemment, a de plus en plus le potentiel de censurer des médias. Et puis après, il y a autre chose, et après je réponds aux deux questions. Il y a les plateformes elles-mêmes. Par exemple, YouTube a ses propres règles. Euh, Twitter a ses propres règles. Twitter, avant d'appartenir à Elon Musk, était très limité sur les médias, sur les questions notamment, par exemple, du vaccin. Bon, YouTube également. Donc, on voit bien que toutes ces plateformes ont leurs règles. Donc, comment faire pour garder sa liberté? Et l'Europe donc impose ses règles, très limitées de liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, je pense qu'il faut, c'est pas idiot de rester petit et justement de cultiver la pluralité, le fait qu'il y ait plusieurs médias, plein de petits médias alternatifs. Parce que, eh bien, il y en a un qui disparaît, éventuellement, les journalistes peuvent se retrancher derrière un autre. Enfin, vous voyez, il y a pas une grande cible à abattre, en fait. Et finalement, on est plus puissant comme ça, je pense. Comme si on La était harcelé par un essaim d'abeilles, finalement. Exactement. L'image de l'abeille, non mais moi je trouve ça magnifique, l'image de l'abeille, enfin, elles font un travail magnifique. Heu, donc heu, donc elle est très belle et elle est très vraie. Hem, D'ailleurs, je crois que je sais plus qui disait que les abeilles étaient les sentinelles de notre monde. Hem, je, ça va me revenir, mais vous voyez, je pense que oui, nous sommes des petites sentinelles. Nous sommes tous des petites sentinelles, donc vaut mieux qu'on Vaut mieux qu'on vole par moments un peu séparés et pour pas être détruite d'un coup. Comment faire? Quand on est dans un média, eh bien, multiplier les plateformes, par exemple. Pas, dépendre seulement d'une plateforme, D'accord. simplement. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit, nous. Il faut pas être dépendant uniquement de YouTube, de Twitter, enfin, en fait, c'est comme pour les financements. Faut pas être dépendant d'un seul financement. C'est la même chose pour les plateformes. Faut pouvoir être, souple et surtout, ne jamais dépendre d'une personne ou d'un fonds ou d'une plateforme, en fait, et ça nous donne une liberté. Ah, super. Merci beaucoup Clémence pour le temps que vous nous avez accordé, pour tout ce que les réponses, que vous avez eues, votre clarté, votre franchise, la disponibilité que vous avez eue aussi. Je voudrais remercier toutes les abeilles qui ont participé. Il y a beaucoup de questions qu'on a essayé de relayer avec, mes collaborateurs de l'équipe conférence et donc notamment Verbalkin qui était votre, coordinateur, aujourd'hui. On va se retrouver sur les vocaux. Donc le vocal 1 sera renommé Agora Prime pour poursuivre la thématique pendant les 10 prochains jours. Voilà, donc le vocal 1 sera dédié à cette question de la place des médias alternatifs et globalement de la place des médias en France et puis, bah, tous les sujets connexes. Merci à tous. J'ai été ravi de présenter cette agora avec vous Clémence pour cette première. Ouais, C'était merci beaucoup. Merci à vous. extrêmement agréable. Bon, bah, merci beaucoup à vous, merci à tous, merci à toutes les abeilles et à bientôt pour buzzer Je vous ensemble.
Et baiser, Exactement, je buzzer sais pas ce qu'on ensemble. fait. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Au revoir.